Donc bonsoir à tous et toutes. Merci d'être présents pour cette petite conférence autour de deux sujets qui sont assez étranges à mettre côte à côte, puisqu'il s'agit d'un côté de Bogota et de l'autre côté de Shanghai. Mais bon, vous verrez qu'il y a des correspondances dans un certain nombre de thèmes. Je suis accompagné aujourd'hui de Karima Aga, qui est directrice du développement chez nous à l'agence Terre, et de Hong Yu, qui a eu la gentillesse de venir nous parler un peu du paysage de l'espace et de l'espace des jardins en Chine, qui est une ancienne collaboratrice de l'agence Terre, qui nous a quittés il y a quelques années, mais avec qui on continue d'entretenir de bonnes relations. Et moi-même, je suis Michel Osler, un des trois associés fondateur de l'agence Terre, qui est le commissaire de cette exposition autour des villes vivantes, et donc de ces 6 ou 7 villes qui sont présentées dans cette exposition. Et aujourd'hui, on a choisi de parler de deux d'entre elles, de Shanghai et de Bogota. Voilà. Karima. Je vais faire une petite introduction pour vous expliquer aussi pourquoi on a regroupé ces deux villes et qu'est-ce que ce titre paysage culturel d'émancipation peut bien vouloir dire. Alors cette expo dont on a commissarié et puis vraiment essayé d'établir un contenu qui soit à la fois pédagogique mais qui est un petit peu aussi de contenu et d'utilité pour notre profession. Elle permet surtout pour nous de décentrer le regard sur ces 9 villes qui racontent leur rapport au vivant. Et décentrer le regard, c'est déjà géographiquement, parce qu'on se projette dans des ailleurs qui sont assez loin de ce qu'on connaît ici, à Lille, en France, dans plusieurs continents. C'est aussi décentré par un recul historique, souvent, parce que ce qui nous permet de voir que on n'a pas toujours aussi eu les mêmes rapports au vivant et à la nature dans d'autres époques. Et donc la perspective historique est toujours un peu présente. Et puis c'est de décentrer le regard de l'humain. Et c'est pour ça que cette expo, c'est aussi une expo pour voir le monde à travers les yeux du vivant non humain. Voilà toutes ces intentions premières. Pourquoi ? Parce que on pense qu'on vit une crise véritable, en fait, qui est une crise écologique, biologique, un écocide, une crise climatique, mais qui est aussi pour nous une crise existentielle de notre rapport au monde. Et beaucoup d'entre nous pensent qu'il y a véritablement quelque chose à changer, une révolution à faire. S'écarter de notre propre vision en France, d'Europe, qui est aussi une vision européano-centrée, anthropocentrée, c'est aussi prendre conscience différemment des enjeux de l'écologie d'aujourd'hui. Conscience de quoi ? Que peut-être déjà ce qu'on appelle nature n'existe pas. C'est ce que dit Philippe Descola, en tout cas un anthropologue dont la pensée est fondamentale en fait dans cette expo, de même que Bruno Latour qui a quitté ce monde il y a quelques jours. Dans d'autres latitudes, dans d'autres cultures, la relation entre humain et nature se définit autrement en fait que la nôtre, sans discontinuité, sans antagonisme. Et c'est pour ça que les exemples de Bogota, par exemple, et de l'animisme, de Shanghai et du taoïsme, on les a aussi abordés de cette façon-là. Donc voilà, c'est cette référence culturelle et ce décentrement anthropologique. Nous sommes aussi la nature, c'est ce qu'on raconte dans cette exposition, et qu'on a besoin de réfléchir en écosystème, c'est-à-dire comprendre qu'on fait partie d'un ensemble de relations dont on est interdépendant. Et c'est là la nécessité de ce régime climatique, ce nouveau régime climatique dont parle Bruno Latour justement. Dans notre monde, le paysage, c'est pas seulement un décor. Tout paysage est un paysage culturel qui est investi de valeurs, de croyances, de mythes. Par exemple, plus proche de nous, la forêt de Brocéliande avec ses mythes celtiques, la montagne Sainte-Victoire peinte par Cézanne ou le Rhin de Wagner.
Donc voilà, tout paysage est culturel et Shanghai et Bogota en témoignent beaucoup, vous allez le comprendre. La modernité, dont la grande ville est un peu le symbole ultime, a fait de la nature un outil de fonction, un outil, une fonction, un service. À Shanghai, on transporte les marchandises sur le fleuve. À Bogota, on a utilisé la montagne comme du bois à bâtir la ville. La nature aussi, même sous nos latitudes, souvent elle sert à faire joli, à développer du tourisme, à rafraîchir la ville. Voilà, elle a toujours une utilité. Alors que on pense que c'est intéressant aussi de considérer la valeur intrinsèque de la nature, sa beauté, et de développer cette poétique du vivant qu'on a essayé de transmettre ici dans l'expo, parce que pour nous, c'est ce qui permet un peu de guérir de cette modernité. Des chemins de sensibilité, comme dirait Baptiste Morisot. Et changer les imaginaires, c'est aussi ça, enfin, réfléchir autrement, parler autrement du non-humain avec d'autres langages. Donc c'est deux exemples de Bogota et Shanghai. Pourquoi ? C'est deux villes qui sont un peu en marge de la modernité occidentale, comme beaucoup d'autres villes finalement de cette expo, des trois villes déchues de la modernité, Marrakech, où il persiste dans presque toutes ces villes des formes de résistance sociale à la modernité qui sont perceptibles. Et donc où c'est deux grands paysages, deux grands projets de paysages sur Bogota et Shanghai sont aussi des projets de réparation et de guérison de notre lien au vivant. Et on pense que c'est les premiers pas d'une révolution plus grande. Donc ces deux villes, ces deux mégalopoles qui ont subi aussi une certaine forme de colonisation et d'occupation, en tout cas étrangère, qui ont bouleversé aussi les repères au territoire, aux spiritualités, la déforestation des cerros à Bogota, par exemple, par la colonisation espagnole, l'industrialisation du Huangpu à Shanghai et l'utilisation du fleuve comme comptoir coloniaux français et anglais, voilà. Donc il y a aussi ce lien à l'occupation et à peut-être aussi essayer de comprendre les cultures au-delà de la modernité, qui nous ont peut-être aussi aidés à construire des projets. On parle aussi du coup de la montagne et du fleuve, qui sont vraiment deux monuments naturels qui ont été malmenés par l'urbanisation massive et violente, où la violence écologique fait souvent écho à une violence sociale, politique, historique. Donc ces deux projets dont on va vous parler, de la Carrère Septima et des 21 km sur les bords du Pudong, c'est des histoires de retissage écologique et culturel sur deux espaces publics, on l'a pas fait exprès, mais qui font chacun 21 et 22 km. Donc voilà, pour nous en tant que concepteurs, parce qu'on est paysagiste, concepteurs d'espaces publics, on travaille beaucoup à l'international. Cette exposition, elle essaye aussi de montrer comment il est important, que c'est notre responsabilité de comprendre les territoires dans lesquels on s'inscrit, leur culture, mais aussi leur géographie, parce que c'est vraiment une source d'inspiration première à l'agence Terre, la géohistoire, qui ment jamais en vérité sur les territoires et dont tous les projets de ville devraient s'inspirer. La question des usages est très importante aussi pour nous dans la façon dont on travaille l'urbanisme, parce que les usages racontent beaucoup sur la culture et les besoins des citadins. Et vous allez voir qu'à Shanghai, c'est assez central. Les amateurs de tai chi autour du Pudong ou les cartoneros sur la Septima, l'avenue Septima de Bogota. Donc voilà, cet espace public que nous on construit en tout cas au quotidien, il est au cœur de nos démocraties et de notre révolution du rapport au vivant. Ce vivant qui est la montagne, le fleuve, les animaux, les arbres, les sols. C'est le lieu de notre habitabilité commune. Et donc, on n'est pas seulement concepteur, on est aussi citoyen, et en tant que citoyen, on a la responsabilité de parler pour ceux qui n'ont pas de voix. C'est pour ça qu'on a voulu se mettre dans la peau de ce non-humain. Je suis la montagne sacrée, je suis l'arbre dans le désert. Même je suis l'individu dans la mégapole. Ça nous permet aussi, ça nous permet non plus seulement de considérer animaux, végétaux, sociétés, humains comme des victimes passives, mais comme des êtres avec des besoins. Cette expo, et puis c'est Je suis, c'est pour nous une possible discussion qui s'ouvre. Alors, on va commencer d'abord par Bogota et le projet qu'on y a mené, Agence Terre,
et puis on ira sur Shanghai ensuite. Alors Bogota, c'est vraiment l'histoire d'une montagne divinité, hein, la Pachamama, les Cerros, qui est une partie de la Cordillère des Andes. J'imagine que vous avez vu les vidéos avant. Voilà, une montagne divinité chez les sociétés précolombiennes, donc les Muiscas, qui a été au cœur des rites initiatiques de ces peuples-là, qui existent encore hein, en partie à Bogota. Ils n'ont pas été... voilà, il y a toujours des peuples, il y a toujours des quartiers aussi indigènes. Mais dans la ville de Bogota, la ville moderne en tout cas, c'est la Carrera Septima, donc cette longue avenue qui était l'ancienne route du sel qui borde justement la montagne, qui finalement accueille les nouveaux rites, les nouveaux rituels citadins. Alors, je ne sais pas si c'est un hasard, mais c'est cette Carrera Septima qui est le premier projet lancé, vraiment véritablement écologique, lancé par la Nouvelle Mondature écologiste de Claudia Lopez, et dont on va parler. Mais en tout cas, la montagne des Cerros, qui a été un peu notre source d'inspiration et sur laquelle le sujet n'était pas centré sur la montagne, mais on a fini par l'intégrer complètement dans cette stratégie territoriale. C'est une montagne qui a connu une véritable transformation de son écosystème, puisqu'on l'a déforesté, reforesté avec d'autres essences qui ont complètement bouleversé les équilibres, et qui montre un peu la problématique actuelle de travailler sur ce patrimoine indigène, végétal et culturel, j'avais envie de dire. Voilà, l'exemple de Bogota montre aussi la connivence des luttes pour les droits de la nature et les droits des humains. Et beaucoup de ces villes, finalement, vous l'avez peut-être vu, montrent ça beaucoup. Voilà, Michel, qui a été le concepteur hein, de ces deux projets, Bogota et Shanghai, va vous expliquer d'abord le projet de la Carrera Septima. Merci. On va voir effectivement quelques illustrations sur ce projet. Ce projet de la Carrera Septima, qui était au départ une question assez classique qu'on posait à des urbanistes et des paysagistes, c'était de réaménager alors à une échelle sud-américaine qui était réaménagée cette avenue de 21 km pour essayer d'y gérer l'ensemble des flux, les dessertes, voilà. Donc c'était une question assez classique. Et il y avait effectivement ce rapport à la montagne, cette situation assez géographique assez extraordinaire. Et comme toujours, on essaye, nous, Karima l'a évoqué tout à l'heure en passant, en parlant de ce terme de géohistoire. Pour nous, c'est toujours cette idée d'essayer de déconstruire un peu la fabrication, de comprendre comment on est arrivé là, et de comprendre quelles étaient un peu les forces en présence, pour pouvoir avoir une intervention qui soit la plus adaptée possible. Et cette relation à l'altérité, c'est avant tout une ouverture, un regard, une volonté de comprendre, plutôt que d'être dans une espèce de logique internationale où, somme toute, on ferait à peu près le même projet, qu'on soit en Amérique du Sud, en Chine, au Maroc, ou en Allemagne, ou en France. Donc, ou en France, où on ferait le même projet, qu'on soit à Lille ou dans le Sud. Et donc, c'est cette idée aussi d'être, et qui est, je crois, en tout cas, une des caractéristiques de l'agence, c'est d'être vraiment à l'écoute du territoire, à l'écoute de cette géohistoire, et donc de comprendre un peu cette idée des Cerros. Karima en parlait rapidement. C'est vrai que il y a une espèce chez nous les paysagistes, il y a une espèce d'injonction maintenant à travailler avec les plantes indigènes. On nous dit, on arrête les plantes horticoles, on va dire, les plantes d'importation. On va essayer d'être dans une logique pour retrouver des plantes indigènes. Et là, ce qui était intéressant, c'est que les plantes indigènes n'étaient pas les vraies plantes indigènes. C'est-à-dire que les plantes, c'était des fausses plantes indigènes qui avaient été déjà replantées. Et donc, il a fallu prendre un peu ce système étagé pour resituer cette avenue, non pas dans une avenue simplement comme un corridor, comme un réseau, mais le comprendre comme étant un élément d'articulation entre le pied de la montagne au pied duquel il se déroule, et puis le reste de la ville. Et donc, c'était essayer de comprendre, un peu de répertorier ces arbres. Et vous voyez, quand on en a fait
avec l'aide du jardin botanique de Bogota, quand on a fait des recensements, on s'est aperçu que, somme toute, 60% des arbres exotiques, il y avait 60% des arbres exotiques et 40% d'espèces natives. Et on avait du mal à comprendre pourquoi il y avait cette volonté des Bogotanais, des Colombiens, à vouloir revenir à cet espace, à ces espèces natives. Et on a compris que derrière cette recherche des espèces natives, il y avait effectivement la recherche de leur propre histoire, dont a parlé Karima, les Muiscas, c'est-à-dire ces peuples. D'ailleurs, ce qui est assez fascinant, c'est que quand on étudie, quand on parle de l'Amérique du Sud, il y a la période précolombienne et il y a la période post-colombienne. Comme si, en fait, tout ce qui était avant l'arrivée de Christophe Colomb, c'était dans c'était une même temporalité, ce qui est déjà une position une vision très coloniale de l'histoire, où on coupe en deux périodes, la période d'avant et puis la période post-colon. Donc il a fallu aussi que nous, on essaye de rentrer dans cette compréhension et qu'ils comprennent que, au-delà de ce qui pourrait sembler comme une espèce de caprice, il y avait cette volonté, cet attachement à effectivement comprendre et réintégrer leur histoire. Alors après, le travail, c'est un travail assez classique sur effectivement les problématiques, elles sont mondiales, les îlots de chaleur dans les grandes villes, dans les mégalopoles, la pollution de l'eau, la disparition de la mise le fait d'enterrer les rivières, toutes ces actions, elles sont complètement elles sont communes à l'ensemble de ces villes, et donc on a travaillé nous effectivement sur cette montagne, mais aussi sur ces fameux quebradas qui étaient les espèces de rivières qui descendent de la montagne et qui, une fois qu'elles arrivent au niveau de la ville, sont canalisées, chenalisées et disparaissent complètement. Et après, elles réapparaissent plutôt quand elles vont se jeter sur le fleuve qui fait l'autre bordure de la ville de Bogota, qui est le Rio Bogota. Et donc, tout notre travail, ça a été aussi de se dire, c'est pas seulement ce corridor vert comme il avait été nommé dans les premières études, mais ça doit être une vraie épaisseur sur laquelle il faut réinterroger l'ensemble de ces réseaux et essayer de comprendre qu'on avait là une entité géographique qui fonctionnait avec une montagne, des rivières, une plaine et puis le fleuve. Et donc on a essayé de rétablir, de faire que à chaque fois que cette Carrera Septima croisait une rivière, il se passait quelque chose, il y avait un événement qui se passait sur la plantation. Et puis il y a toute cette dimension, ça a été dit, cette dimension sociale. Il y a une vraie appétence en Amérique du Sud, en Colombie en particulier, pour toutes les questions sociales. Et c'est vrai que l'avènement de Claudia Lopez, qui est la première maire écologiste revendiquée d'une aussi grande ville que Bogota, c'était aussi un vrai challenge pour nous, parce qu'en plus ce qui était assez hallucinant, c'est que c'est une femme qui était hyper impliquée, c'est-à-dire qu'elle était là à tous les grands rendez-vous de présentation, elle était présente, elle écoutait, elle questionnait, elle comprenait, et c'était un vrai plaisir pour nous en tout cas, qui n'avons pas toujours accès à nos élus, si grands fussent-ils, que ce soit les élus de notre capitale française ou les élus de votre capitale régionale, c'est très compliqué de les voir. Ici, il y avait une espèce de rapport direct et qui fait qu'on on avait vraiment l'impression que c'est des sujets qui la préoccupaient, et on a compris que au-delà de cette question de l'aménagement de cette avenue, il y avait une vraie dimension qu'elle voulait réussir. Et effectivement, on est parti du concept du corridor pour déboucher à ce concept qui est un concept qui nous est cher à nous paysagistes, qui est celui de l'écotone, qui est donc cette espèce qui pourrait être traduit par l'orée, la lisière, c'est l'espèce de la rencontre de deux milieux. Et là, c'était vraiment la rencontre du milieu de la ville et de l'écosystème des montagnes. Et cette rencontre, c'était une rencontre de transition dans laquelle les deux mondes se rencontraient et entamaient un dialogue qui souvent n'a pas lieu, puisqu'on considère que ces deux entités qui sont des entités
antagonistes, qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec elle. Et il y a quelques années, quand j'ai commencé mes études et quand on a commencé à exercer, il y avait un grand thème, c'était la ville contre la nature. C'est-à-dire que on est passé de quelque chose qui était pratiquement un oxymore, hein, la ville et la nature, et maintenant c'est presque la ville biodiverse, ça devient une espèce de pléonasme. On peut plus considérer faire la ville sans s'introduire fortement la nature. Et donc on a après travaillé sur ces systèmes d'écosystèmes, c'est-à-dire qu'on a complètement débordé de la logique pure, fonctionnelle, mais on l'a traité aussi, mais cette logique fonctionnelle de faire passer des bus à haut niveau de service, de faire passer des piétons, des cyclistes. Il y a un vrai, Bogota était une des villes pionnières sur le rapport du cycliste à la ville, c'est-à-dire que le fait d'aller travailler en vélo, de se déplacer en vélo, ça a été quelque chose qui a été très très fortement initié à Bogota depuis de nombreuses années. Et donc voilà, on a après retravaillé, on a fait notre travail classique avec des espèces de détails qu'il a fallu aussi apprendre. C'est-à-dire, Karima a évoqué tout à l'heure le nom des cartoneros. Ce sont les gens qui ramassent l'ensemble des déchets, des cartons, des bouteilles, et qui les transportent et qui après vont les recycler. Et il fallait prévoir dans ces 21 kilomètres un certain nombre de stations de traitement de ces déchets. Donc c'était pas seulement la ville. On nous interroge souvent sur la ville qui doit être éclairée avec des bornes Wi-Fi, avec de la vidéosurveillance, et tout à coup il y a une espèce d'autre dimension qui est arrivée, qui était celle de dire il faut aussi prévoir des locaux, il faut aussi prévoir des aménagements pour que cette dimension économique et sociale des cartoneros puisse continuer à se développer sur la ville de Bogota. Bon, après, il y a quelques images classiques, mais du travail qu'on a mené, c'est pas très intéressant sur les résultats. C'était surtout, voilà, ça c'est par exemple juste pour finir sur ce que peut être effectivement la remise au jour ou à l'air de ces rivières, et surtout montrer qu'au-delà de la rivière, au-delà de voir l'eau qui vient de la montagne, il y a cette idée de comprendre qu'il y a tout un écosystème qui peut s'y développer, et donc on est aussi dans une espèce d'entrée de la nature au cœur de la ville. Et voilà, cette idée cette Claudia Lopez, c'est la femme que vous voyez avec le petit blouson vert clair, et qui a été très très à l'initiative de beaucoup de choses très importantes, notamment l'implication des femmes dans tout le dispositif politique, le fait d'impliquer le rôle des femmes dans vous voyez, le POT, c'est le plan d'organisation territoriale, qui est l'équivalent d'un PLU en France. Il y a des directives, il y a des articles de ce plan local d'urbanisme qui parlent vraiment de la place de l'émancipation de la femme, du rôle de la femme, de la manière aussi d'impliquer. Elle est avec une brigade de travailleuses qui sont des mères célibataires auxquelles on va former et à qui on va confier la gestion de cette renaturation de ce corridor vert. Donc il y a une espèce de continuité entre la demande d'aménagement et puis la manière dont tout ça peut être géré, et tout ça peut rejaillir sur le fonctionnement du tissu social et humain. Sans transition, donc on prend l'avion, là, c'est pas bien d'ailleurs, mais bon voilà, on prend l'avion pour aller de Bogota à Shanghai, et donc on a demandé à Hongyu, avant qu'on vous présente aussi ce projet des 21 km qui figure dans l'exposition, c'est bien aussi de comprendre que il faut essayer parfois d'essayer de dépasser aussi et de comprendre, enfin si tant est qu'on puisse comprendre ce que c'est que la Chine. Je disais que moi j'avais mis à peu près 7-8 ans à comprendre qu'il y avait quelque chose entre le oui et le non, parce que j'ai été formé, j'avais 40 ans de Descartes en formation, et donc c'était assez simple, la vie était simple, hein, il y avait soit oui, soit non, et j'ai découvert en Chine qu'il y avait un truc qui se passait qui était entre deux, mais j'ai mis beaucoup de temps, et Hongyu nous a bien aidés. Elle était au sein de l'agence, elle était un peu notre médiatrice, et pour essayer
grâce à sa double culture, essayer de nous faire comprendre un tout petit peu de la subtilité de ce peuple et de son histoire. Bonjour. En fait, j'ai quitté l'agence parce que je me suis rendu compte que je connais pas assez ma culture et mon histoire. C'est pour ça que j'entreprends une thèse sur l'histoire de paysages en Chine, dont Karima m'a demandé de venir ici pour parler un peu de l'histoire de ce que c'est les montagnes et des eaux, de toutes ces pensées chinoises, qu'est-ce que c'est le paysage et tout ça. Du coup, on va se sourcer dans l'histoire. Alors, les montagnes et des eaux, ça se dit shan shui en chinois. En fait, c'est une conception qu'on peut traduire par le paysage, mais c'est avant tout, c'est un sujet de l'art, de sujet de littérature, de la peinture. C'est plutôt dans les catégories de l'esthétique. Qu'il y a eu plusieurs expos, il y a eu des livres sur ces sujets des montagnes des eaux qui est très courant, qu'on trouve partout dans l'histoire de la Chine et aussi dans l'art contemporain aujourd'hui. Alors, en fait, on peut pas vraiment connecter cette pensée avec le paysage. Il faut parler un peu en histoire. En fait, c'est une pensée qui a été émergée au IIIe siècle, que si je peux citer Augustin Berg, le géographe, japonologue, spécialiste dans le sujet des paysages, qui parlait qu'il y a que deux cultures qui a la culture du paysage, parce qu'il a défini cette culture par la nomination du nom. Donc, existe un mot qui veut dire le paysage, l'existence de la littérature qui décrit le paysage, existe de la peinture qui dessine les paysages, pas comme un fond, mais comme vraiment le sujet, et aussi l'application en espace, donc les jardins. Donc les deux seules cultures qui remplissent dans ces quatre critères, c'est la culture chinoise et l'Europe. Donc voilà, on va dire la culture en France, tout ça. Donc en fait, mais en France, tous ces principes de paysage arrivent assez tardivement après les modernismes, si je dis pas de bêtises, 17e, 18e siècle. Et en Chine, c'est vraiment émergence au 3e siècle. C'est relié avec l'histoire de relations avec la nature, que je vais parler tout à l'heure. Et on peut vraiment parler la culture de shan shui, la culture de paysage, vraiment comme la base de la culture chinoise. Alors, pour expliquer tout ça, il faut comprendre le territoire chinois. Bon, là, le territoire a été modifié, il y a eu des guerres, ça a été pas mal changé, mais on va dire, en gros, le central était là depuis l'Empire au IIe siècle. Il y a 70% du territoire est présenté de montagnes, qui représente, on va dire, pour faire équivalent, c'est à peu près la taille des États-Unis. Mais pas du tout configuration géographiquement pareil. Donc 70% montagnes et des multi-ruisseaux, des rivières qui partent de ces montagnes, qui traversent tout le pays, dont il y a deux rivières très importantes, le fleuve Yangtze, donc ce qu'on appelle le fleuve bleu, et le fleuve jaune, qui traverse des milliers de kilomètres, rejoignent des différentes formes de l'eau, de cascades, des pièces d'eau, des lacs. Donc il y a vraiment cette présence des montagnes et des eaux au niveau de l'échelle territoriale. Et en fait, la compréhension des Chinois dans l'histoire de l'espace, il y a 4 orients, et donc le nord, sud, est, ouest, les cardinales, et la notion de temps, donc les 4 saisons. Parce que sur ce territoire, les 4 saisons sont très marquées. Donc on a, comme en France, en fait c'est facile de vous expliquer, parce qu'en France, vous avez aussi 4 saisons marquées, mais sur certains territoires, on sait bien habité par l'homme, dans la planète, des fois les saisons sont pas si marquées que ça. Donc en fait, il y a cette observation de ces montagnes et ces eaux et en perpétuel changement selon les saisons, dont toutes ces créations de littérature et de peinture qui décrivent ces changements en saison dans ces paysages-là. On va passer. En fait, là je cite Anne Chen, qui est un très grand sinologue, fils de François Chen pour ceux qui connaissent. En fait, pour eux, l'espace n'est jamais un espace. C'est pas un scène vide. Il est toujours en lien avec le temps. C'est-à-dire, le moment où je me situe dans cet espace, ça sert à rien qu'on parle d'un espace sans parler de la notion de temps.
Donc c'est vraiment cette notion de temps-espace que l'homme il regarde l'espace qui a été reconnu très tôt dans l'histoire antique de la Chine. Donc l'homme il regarde l'espace est composé du ciel et de la terre, et entre le temps il y a des verticalités et l'horizontalité. Et parmi ce ciel et la terre se situent les montagnes et des eaux. En fait, là, quand on parle de l'homme, par rapport à ce que Karima a évoqué sur la nature, c'est que l'homme n'est jamais à l'opposé de la nature. Il fait partie de la nature, il fait partie des montagnes, des eaux, il fait partie de l'espace et du temps entre le ciel et la terre. Tous ceux qui relient entre eux, c'est ce qu'ils appellent le qi, donc le souffle cosmique, le souffle vital, c'est l'énergie, ce qu'on appelle, qui circule autant dans les montagnes que autour de notre corps humain. Donc là, en fait, très ancien, il y a cette représentation du corps humain que vous voyez sur l'écran, qui en fait est une représentation du paysage, enfin qu'on peut dire une représentation du paysage, parce qu'il y a déjà des montagnes, des rivières. On considère le corps humain est une sorte de territoire où représente les montagnes et des eaux. Et de pareil, quand on décrit une montagne dans les traités de dessin des montagnes, quand on dit les cheveux des montagnes, et là on parle des arbres. Donc on utilise aussi les définitions de corps humain pour parler un territoire. Et par exemple, dans l'histoire mythique de la Chine, on parle Pangu, donc le héros qui a créé l'espace. C'est le héros, quand il est mort, son corps, il devient les principaux montagnes de la Chine, et son sang, il devient les rivières, ses yeux, il devient des espaces importants dans le territoire. C'est vraiment cette transformation entre l'homme et le paysage qui a une cohérence et un rapport sans cesse. Donc, on trouve des exemples aussi dans les acupunctures. Donc, finalement, dans les acupunctures et la géomancie, on utilise les mêmes vocabulaires. C'est-à-dire, le géomancie, en 2-3 mots pour ceux qui connaissent pas, c'est qu'on appelle l'architecture du paysage. En fait, c'est sur un territoire, on définit, on observe où sont les montagnes, où sont les lacs, où sont les lieux importants dans un territoire prédéfini. Et on savait quelques lieux qui sont importants. Il y a toute une typologie, étude de typologie sur certains lieux et sur certains lieux qui pourraient passer certains événements, comme construire un bâtiment ou construire un tombeau. Donc en fait, cette analyse sur le territoire a une correspondance sur analyse de corps humain sur l'acupuncture, et c'est vraiment les mêmes, on utilise les mots les veines de montagne, mais les veines du sang, les veines de nerfs du corps humain, et les points sur le corps humain et le point dans le paysage, c'est vraiment c'est les mêmes définitions. Et donc on regarde l'aménagement de territoire. Donc là, c'est une peinture qui est censée de peindre le paysage national de la Chine, de tout le territoire. Et là, on voit ça n'existe pas de l'art de l'architecture en Chine. Ça n'existe pas l'architecture. L'architecture fait partie de cet art de paysage qui est comme une sorte de acupuncture, les différents points en fait qui se situent dans le paysage. C'est avant tout il y a la pensée paysagère qui naissent l'architecture par la suite. Donc, à partir de là qu'on peut évoquer le grand sujet, qu'est-ce que c'est la nature. Il paraît qu'en Europe, c'est plutôt une pensée sur un environnement, sur l'utilisation des ressources. Donc, il y a ces pensées que la nature, c'est avant tout un espace. Donc, ce que Michel disait, la nature contre la ville. Non, la ville, voilà. Mais en Chine, au contraire, si on traduit le mot nature en chinois, le premier caractère zi, ça veut dire soi-même, spontané, vient de moi-même. Et Zhan, ça veut dire un état d'être. Donc, la définition déjà de la nature, ça veut dire comment je suis moi-même. Comment un arbre, il est soi-même. Comment un territoire, il est soi-même. Donc, c'est ça la définition de la nature. Donc, je cite Augustin Père encore que, en fait, le moment, si on peut dire oui, ok, la nature en Chine, c'est tout, mais dans ce cas-là, c'est où la différence entre la nature et le sauvage? Et en fait, ce qui définit la différence entre cette nature, c'est ce qui est la culture. Donc, c'est la manière de regarder avec la compréhension de l'homme culturellement qui définit que l'espace devient la nature. On va rapidement parler de tous ces pensées, pareil, tous les pensées confucianisme, taoïsme, bouddhisme, dans toute l'histoire de la Chine est en lien là-dessus, qu'ils reprenaient
les montagnes et des eaux comme des modèles. Par exemple, Confucius, il dit, on me fait confiance, hein, je traduis, que l'homme de sagesse aime l'eau et l'homme de vertu aime les montagnes. En fait, de là, quand Confucius, qui regarde les montagnes et des eaux, il y a déjà ce côté de plaisir, en fait. Ce plaisir est relié l'intellectuel de l'homme avec l'appréciation du paysage. Et pareil, Lao Tzu, il dit le bonté extrême est comme l'eau, le humanité ou le sagesse extrême est comme la vallée. Donc, il considère que l'eau, c'est quelque chose qui est persistant, qui contourne toute la force, c'est quelque chose qui est très molle, mais ça arrive à percer les rochers. La vallée, c'est un espace vide, mais il arrive à contenir tous les savants, contenir toutes les situations. Donc, il y a ce lien entre le moral et l'espace paysager. Donc, Zhuangzi, pareil, dans le taoïsme, il disait, entre le ciel et la terre, il y a du grand beauté, mais il sait pas parler. En fait, il y a vraiment ce côté de relier l'émotionnel, le sentimental avec l'espace paysager et on les donne du moral dans tous ces espaces. Donc là, on va parler, donc tout ça, c'est l'histoire avant le 3e siècle. Donc, arrivé à entre 3e et 5e siècle, il y a eu l'émergence du paysage. Petite histoire, parce que c'était une période où il y a beaucoup de guerres en Chine. Ça a quand même duré 300 ans, donc sans l'État empire défini. Et du coup, tous les lettrés, les savants, ils ont choisi de retirer leur vie dans la vie politique parce que ça sert à rien, on continue à faire la guerre. En fait, ils ont préservé leur vie à faire la création artistique et aussi retraiter, chercher cette beauté et ces vertus dans la nature. Donc pour eux, les montagnes et des eaux, c'est la source de la sagesse et c'est la source de l'endroit où on pourra trouver le plaisir. Donc on peut parler en fait une excursion dans les montagnes. Pour eux, c'est une sorte d'expérience cosmique. C'est retrouver l'esprit du sage. C'est l'homme qui, face à tous ces phénomènes naturels, comment se trouver le règle de moi, comment je me situe dans cet espace. C'est toute une pensée intellectuelle de relation avec ce que je vois comme beau paysage et ce qui se passe dans ma tête, qui est recherché dans ce temps-là. Donc c'est ça le contexte, le moment où il y a eu cette pensée paysagère qui a été créée en Chine. Alors, concrètement, on va parler à travers leurs différentes pratiques. Donc, la première, c'est la recherche immortalité. Donc, c'est un mot un peu fou, mais aujourd'hui, on peut parler, c'est pour la santé publique, pour la longévité de vie, comment on peut vivre plus longtemps. Et donc, le mot immortalité, donc longévité de vie, ça s'est créé à gauche l'homme, et à droite, l'idéogramme, la montagne. Donc l'homme qui habite dans la montagne, on arrive à vivre plus longtemps. Et après, il y a toutes les activités de aller se rendre dans la montagne, de tous ces pensées-là. Bon, manque de temps, je vais passer certains diapos. Après, il y a eu aussi la pratique de éméritisme, donc comment habiter dans les montagnes. Et là, on voit, donc c'est des illustrations de période prémoderne au XVIe siècle, mais qui décrit en fait à travers les poèmes qui ont été écrits au IIIe, IVe siècle, que comment vivre dans les montagnes, faire du potager, de se mettre sur la terrasse, recevoir des amis, boire du thé avec des amis, jouer. Là, il rentre de son potager, de son travail dans les champs, de faire du sitar, faire la musique, partager avec des amis dans ces beaux paysages. Donc c'est tous ces pratiques-là de 3e à 5e siècle qui initiaient cette pensée-là de hermétisme, de vivre dans la nature, ressourcer son corps. Mais avant tout, quand on dit la retraite, il y a quand même une différence avec la retraite qu'on parlait en France dans l'histoire de jardin au XVIIe, XVIIIe siècle. Là, la retraite, c'est pas du tout je vois plus personne. Là, c'est vraiment, je me retrouvais dans un beau lieu paysage, recevoir des amis, on partage ces bons moments-là, des bons moments de vivre ensemble. Donc là, il y a eu un peintre théoricien du paysage très important. Il disait, quant aux montagnes et aux eaux, tout en ayant substance, elles tendent vers l'esprit. Donc c'est cette connexion entre la matérialité des montagnes et des eaux de l'espace et là, il pointe sur comment il arrive à modifier mon émotionnel, à modifier ma pensée. Alors, après, il y a tout d'un pensée sur l'excursion, donc la promenade.
Par exemple, on connaît tous des sensations quand vous avez fait une randonnée dans les Alpes ou n'importe quelle promenade, les différentes vues, le changement de vue, le moment où je grimpe comme expérience pratique. Et là, il y a eu pareil, dans le 3e à 5e siècle, il y a eu cette révélation que je traduis par distance. En fait, c'est plutôt perspective. C'est-à-dire, on a les 3 différentes vues. Il y a les perspectives en hauteur, c'est-à-dire, je vois en frontale la montagne, j'arrive à se rendre compte la grandeur. Il y a la distance en profondeur ou perspective en profondeur, donc j'arrive à voir en les différentes vallées avec les différentes couches de blanc. Et il y a la distance sur l'horizon, donc de très 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 lointain, je vois les montagnes ou des îles en l'horizon. Donc il y a déjà eu ce plaisir de distinction des différentes perspectives du paysage et comment, on va voir plus tard, dans la création de jardins, on essaye de recréer ces différentes sensations expérimentales de promener dans le paysage pour intégrer dans l'espace habité. Je vais passer. Donc là, c'est une création d'un jardin qui essaye de baser sur ces principes de perspective. Qu'on voit, en fait, ce jardin, il existe encore aujourd'hui. En fait, c'est vraiment, c'est très sublime, mais on voit les promenades, c'est jamais sur la même hauteur. On fait exprès, en fait, pour monter en pente, pour être plus proche de l'eau, pour s'éloigner de l'eau, pour monter sur quelques marches, pour cette vue de perspective sur des lieux qui changent, pour rappeler cette expérience d'excursion dans les montagnes. Voilà, ou bien des regards des dispositions des rochers dispersés pour rappeler le rocher, la matérialité de la montagne, de assortissement avec les plantes, de cette sensation de on est vivre dans un bâtiment, mais en regardant la fenêtre dehors, je peux très bien croire je me situe dans les montagnes sans y être vraiment. Et de même, en fait, un autre théoricien, il parlait ce que c'est les montagnes et des eaux, c'est l'endroit où on pourrait y pratiquer, donc on pourrait y traverser, on pourrait y regarder, contempler, on pourrait y visiter et on pourrait y habiter. C'est vraiment ce sens-là, en fait, que sur l'espace qu'on pourrait, comment dire, il y a un lien, en fait, entre cet espace et l'expérience pratique du corps. Et après, ce qui est le avant-dernier point, ce qui est très important dans ces montagnes et des eaux, c'est aussi un lieu de rassemblement. Donc, on crée c'est une littérature, une prose qui a été composée à 4e siècle, qui a témoigné en fait cette expérience d'un rassemblage des lettrés. Il se situe en fait au cours d'un cours d'eau dans les montagnes. Et il laisse flotter des verres avec l'alcool, avec liqueur au-dessus de l'eau. Et quand le verre, il s'arrête devant un moment, on est arrêté et on prenait le verre, on buvait au plus sec. Après, il faut composer un poème qui décrit le paysage. Donc, il y a vraiment cette interaction de vivre avec la nature et de pratiquer des expériences littéraires ou peintures. C'est aussi un moment de sociabilisation avec des amis, avec des invités dans les montagnes. Et là, pareil, ça c'est un dessin de 16e, 17e siècle. On voit bien, il y a les différentes pratiques. Il y en a celui qui buvait le thé en dessous de l'arbre, au bord de l'eau. Il y a celui qui joue du sitar, qui joue la musique en dessous de l'arbre. Il y a ceux qui composent la peinture. Et tout ça, ça se passe dans le jardin ou dans le milieu naturel des montagnes et des eaux. Donc en fait, il est vraiment en lien de programmation de usage de l'espace avec cet espace défini. Donc après, c'est des photos contemporaines, c'est des amis qu'aujourd'hui en Chine, on trouve encore cette pratique au moment de la floraison de magnolia. On joue le sitar en dessous de magnolia et le son de sitar se résonne avec l'arbre de magnolia. Du coup, ça amplifie encore le son dans l'espace. Ou bien il y a le théâtre au cours de l'eau, au cours de courants d'eau, et l'eau arrive comme un espace vide, ça arrive à diffuser le son plus loin, etc. Et des fois, on n'a pas besoin beaucoup de l'espace. Justement, c'est le sujet de quand en ville, on n'a pas besoin beaucoup d'espace. Et comment créer des jardins en plein milieu urbain
tout en pensant cette restitution de ces émotions dans les montagnes et des eaux. J'ai 2 minutes, on va aller rapide. Avant tout, en fait, il y a une définition sur ce que c'est le jardin en Chine. En fait, comme ce que je vous ai dit, les montagnes et des eaux, c'est comme une sorte de base. Donc, il n'y a pas l'art de l'architecture, c'est vraiment le paysage prime. Et pareil, en fait, le jardin, c'est plutôt une unité d'habitat. Donc, ça peut être comme ça peut être des restaurants, des hôtels, des logements, ou ça peut être un parc, ça peut être aussi un espace poche au bord de la rue, ça peut être tout un quartier considéré comme un jardin, ou bien plus tard, toute une ville, en fait. La ville est considérée comme un grand jardin, et de plus grande échelle jusqu'à plus petite échelle, jusqu'à un bonsaï aussi, c'est un jardin. Il n'y a pas, en fait, c'est question de l'échelle, parce que ce qui est important, c'est l'espace et le temps et le moment qui suscite l'émotion et les sensations de l'homme qui contemple ce qui est en face de soi. Donc il n'y a pas, ça se limite pas par combien de mètres carrés ou combien d'espace. Donc là, par exemple, on regarde la ville de Suzhou. Je vais rapidement à cause du temps. Donc là, c'est vraiment cette pensée, elle est située, on regarde cette fresque, la ville, elle se situe entre des montagnes, donc on part de la montagne, et au sein de la ville, il y a les différents aménagements de petite échelle avec des rochers et des cascades, et après, à grande échelle, ça se joint avec la campagne, et avec les lacs, et ça se finit encore sur les montagnes. Donc c'est vraiment une ville qui est pensée comme des monts et des eaux, de plus grande échelle urbaine jusqu'à petite échelle de chaque pot devant chaque fenêtre de l'habitant. Et là, on va montrer un exemple concret. Par exemple, la ville de Nankin, on voit, elle a été choisie aussi par géomancie dans les monts et des eaux. Donc, il y a le grand fleuve qui traverse, il y a l'échelle en dessous. Et les trois... Vous voyez mes flèches ou pas? Ouais. Après, il y a les 3 côtés de montagne qui lui cernent. Et si on arrive à zoomer un peu, on regarde le parc le plus grand de Nankin, c'est pareil, on resitue ces îles qui se représentent des monts qui sont dans les eaux. Donc c'est vraiment l'échelle de papyrus qui s'emboîte sur cette pensée-là. Je passe. Non, après il y a des techniques d'aménagement, je vais peut-être s'arrêter là. Je vous montre quelques références pour si vous avez envie de lire un peu plus. Oui, c'est assez compliqué d'expliquer. Vous voyez, comme voilà, le temps en 20 minutes, c'était vraiment l'histoire du jardin pour les nuls. En 20 minutes, c'est compliqué, mais c'est aussi pour vous montrer la complexité de ce rapport à la nature, c'est-à-dire de la manière dont il y a un rapport très culturel, très intellectualisé, et c'est ça qu'il nous a fallu effectivement comprendre quand on a commencé à travailler en Chine. Alors bien sûr, on n'allait pas faire des faux jardins, on n'allait pas faire du pastiche. On a aussi répondu à une commande qui était celle de l'aménagement de 22 km de bord de fleuve du Huangpu, qui est le grand fleuve qui traverse Shanghai. Donc ça, c'est une photo qui est prise en 20 ans. Donc vous voyez en haut, vous avez la rive est qui s'appelle Pudong, et vous voyez comment elle s'est construite dans une période de 20 ans. Tous ces gratte-ciels que vous voyez en bas, de l'autre côté du fleuve, n'existaient pas 20 ans avant. Donc il y a une espèce d'explosion démographique, politique, sociale dans cette ville, et c'est au cœur de cette ville effectivement qu'on est intervenu sur une des rives du fleuve, avec une problématique. Donc ça, c'est cette fameuse rive dite Poussy, si c'est pour l'est. Et donc la question qui nous était posée quand on a répondu à ce concours, c'était essayer d'imaginer un master plan sur 21 km, sur une échelle qui n'était pas une échelle connue par les Chinois. Comment intervenir sur un linéaire. Vous avez vu que les interventions, elles peuvent être de taille et de très différentes. Et donc il a fallu pour nous essayer d'inventer un nouvel espace qui était ces 21 km sur ce fleuve qui est d'abord un fleuve extrêmement industriel, et au bord de ces rives de Shanghai, on avait plutôt ces grandes grues, on avait ces installations industrielles, et
du jour au lendemain, les industries sont parties plus en amont de la ville de Shanghai, et donc ces espaces ont été restitués, ces espaces industriels ont été désaffectés et rendus à la ville. C'est-à-dire, ce qui était intéressant, c'était que sur toute cette partie est de Shanghai, les Shanghaïens n'avaient pas accès au fleuve. Ils n'avaient pas accès au fleuve parce que cet accès était privatisé par toutes les installations industrielles. Donc il a fallu inventer une nouvelle histoire qui puisse se dérouler sur ces 22 kilomètres, sur ces grands terrains qui étaient livrés aux habitants et qui pouvaient leur permettre aussi de redécouvrir leur ville. Et donc tout le travail qu'on a fait, c'est d'essayer de trouver une image un peu iconique qui soit un peu la contrepartie horizontale de l'icône de la skylight verticale de cette Pudong, avec cette tour de la Perle, avec ce qu'on appelle le décapsuleur, avec ces tours qui étaient des tours très iconiques de la ville. Il a fallu trouver une icône aussi au niveau des espaces publics, et donc fabriquer une continuité à partir d'espaces très disparates, très différents, très compliqués. Il a fallu trouver un peu une histoire commune et donc essayer de trouver des thématiques, des usages, des nouveaux usages. On disait que en Chine il y avait des usages de l'espace public. Il a fallu en inventer, en proposer d'autres qui répondent plus à la vie urbaine. Et ce qui nous a en même temps passionné, c'est ce que vous voyez sur cette carte, c'est que ce fleuve, c'est un fleuve, Hongyu disait que 70% de la Chine est couverte par la montagne, 30% par les plaines, et la plaine de Shanghai, c'est d'abord une plaine très alluviale, pardon, très limoneuse, c'est plutôt de la boue. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ce fleuve, cette boue, se dépose dans les méandres et fait apparaître comme ça des morceaux de nature. Et donc, on est, voilà, même sur le fleuve le plus industrialisé, le plus minéralisé possible, il y a quand même cette nature qui est présente et qui émerge. Et donc, on est parti un peu de ces thématiques pour essayer de développer une promenade qui allait intensifier les usages. Et ce qu'on a proposé sur cette épaisseur de ville, c'est d'essayer de trouver, d'organiser des déplacements selon la vitesse. Et donc de se dire, ben voilà, il y avait la vitesse de la flânerie qui était au bord du fleuve, il y avait la vitesse des gens qui se promenaient un peu plus rapidement ou qui faisaient du jogging, et puis il y avait la vitesse de déplacement des cyclistes. Et donc ça allait fabriquer comme ça un système de pistes qui était avec ça c'est des documents qui sont extraits du concours pour le master plan qu'on a remporté, et donc c'était l'idée, voilà, de fabriquer des univers, mais dans lesquels on intégrait aussi les éléments du patrimoine industriel qui étaient ces immenses grues, comme ça a été fait à Nantes, comme ça a été fait dans d'autres villes bien sûr, et donc c'était d'essayer de trouver une vraie continuité de promenade qui permette d'être. Ce qui était intéressant, c'est comme c'est un fleuve qui a des grands méandres, selon l'orientation que vous aviez, vous pouviez avoir des vues frontales non pas que des vues latérales, mais des vues frontales sur cette skyline qui se développait. Donc après, il y a la deuxième, c'est l'avenue, la rue qui est plutôt réservée pour la promenade des familles, et donc qui est cette manière de faire venir aussi, de renaturer un peu ces espaces minéraux et de donner en spectacle la rive opposée. Et donc de trouver effectivement, de fabriquer des nouveaux usages, de la pêche. On a vu maintenant que les gens s'installent, passent les week-ends font des pique-niques. C'est des choses qui étaient qui étaient assez peu utilisées en centre-ville. Et puis il y a cette dimension sportive qui est très demandée en Chine, et donc d'avoir ces deux pistes qui étaient la piste de jogging et la piste cyclable qui allaient se déployer sur ces 21 km. Et donc une fois qu'on a développé ce master plan, chacun des paysagistes, des architectes qui s'est vu confier une partie de ces 21 km, nous on en a fait 4, mais se retrouver avec un cahier des charges qui était celui qu'on avait établi au niveau du master plan pour pouvoir effectivement indiquer ces différentes promenades. Et ce qui était intéressant, c'est que
selon les endroits qu'on traversait, ces pistes pouvaient être accolées ou bien dissociées, qui permettaient vraiment de travailler sur toute l'épaisseur. Là, vous voyez en bas, vous avez la promenade qui est le long du fleuve, qui passe au-dessus d'une station de ferry, parce qu'en fait, pour traverser ce fleuve, quand on est en vélo, en mobilette, qui est quand même un engin de transport très utilisé à Shanghai, on est obligé de traverser le fleuve par des bateaux, alors que par voiture, on a soit des tunnels, soit ces grands ponts. Il y a relativement peu de ponts et de tunnels, et donc il y a beaucoup comme ça de stations de ferry qui ripent, qui scandent ces 21 km, et donc on a gardé cette promenade qui passe par-dessus, et puis là vous avez la promenade de vélo et cycle qui se promène. Et puis dernier élément, on a fabriqué aussi sur les 21 km une section qui était ce qu'on appelait le parc de la cimenterie, qui était une ancienne usine, sur lequel on a installé une aire de jeu pour les enfants. Cette aire de jeu, elle prend place sur une colline qui est en fait un parking, un terminal, un parking de bus. Et donc on fait là aussi passer cette voie piétonne ou cycle, et puis on a la promenade qui se déroule. Voilà. Ça c'est le succès. Le succès a été immédiat parce que par les réseaux sociaux, il a été dit qu'il y avait une aire de jeu qui était à disposition de la population, et une semaine après son ouverture, on avait comme ça quantité de gamins qui sont venus envahir ce site. Et puis aussi, là encore, avoir ce premier plan au bord du fleuve avec ce jeu des graminées, et on a travaillé avec Roger Narboni de Concepto, qui est un metteur en lumière, et vous avez ces petites lumières en fait, qui sont figées sur des fers à béton et qui en fait bougent la nuit avec donc le jour, vous avez ces herbes qui bougent avec le vent du fleuve, et la nuit, vous avez la lumière qui bouge avec le vent, ce qui donne une dimension très poétique sur ce bord de fleuve. Voilà. Là, on la fixe, mais vous avez ces petites lumières qui se développent et qui sont en premier plan du grand skyline de Shanghai. Voilà, ça c'est l'image finale de l'aménagement de ces berges qui se sont faits en une période de moins de 2 ans pour réaliser et les 21 km d'aménagement et les ponts qui traversaient toutes les rivières qui viennent intercepter le fleuve. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie.